On continue? Ouais, chef. Edouard Tamba, communicant, comment dire ça? C'est-à-dire que au quotidien, je fais de la communication institutionnelle. Donc, c'est un peu comme un journaliste qui travaille dans une entreprise. À côté de ça, je vais ajouter quoi? Un peu blogueur, vétéran, comme certains disent souvent, un peu photographe aussi, un peu touriste. Et puis voilà. Ce que je peux dire de mes propres observations, c'est que je me suis rendu compte que le blogging existait en 2006. Et à ce moment, je me rends compte qu'il y a des blogueurs camerounais. Certains sont au Cameroun, mais la plupart sont à l'étranger. Au Cameroun, ceux dont je me souviens avec exactitude, il y avait Mathieu Nathanaël Ndiok, qui était en même temps mon collègue au quotidien du Messager. Il y avait aussi Melvin Akam, qui était aussi un ancien du Messager. Et hors du Cameroun, il y avait d'autres blogueurs comme Malaika, le Prési Kans, qui d'autres, et Namboa, Lenaël, Dibou Sitande. Ils étaient assez nombreux quand même. Je pense que c'est ceux de l'extérieur que j'ai d'abord découvert avant ceux de l'intérieur. C'était en 2006. Et puis après, moi, je me suis lancé en 2007. Je pense que c'est un individu, une personne qui a entre 25 et 35 ans. Et je ne sais pas s'il faut, je dois dire, c'est une espèce d'hermaphrodite ou de non-binaire. Je ne sais pas si je dois dire, bon voilà, c'est pas forcément un homme ou une femme parce que j'ai remarqué qu'il y a assez d'hommes et de femmes. Le genre me semble assez représenté. Et c'est un individu qui a du mal, de mon point de vue, à se positionner. C'est un blogueur qui veut parler de tout le temps sur sa plateforme. Et c'est un individu qui, de mon point de vue aussi, est pressé de gagner de l'argent en bloguant. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ma réponse est catégorique, non. Je vais peut-être commencer par, effectivement, chacun fait ce qu'il veut, mais mon point de vue, c'est que si vous voulez être blogueur, il vaut mieux avoir votre plateforme. Il faut mieux que votre plateforme soit sur un contenu que vous contrôlez, que vous pouvez archiver. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis Twitter n'est plus là. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis Twitter a supprimé votre contenu parce que des gens l'ont signalé au prétexte que bon, vous avez porté atteinte à un certain nombre de règles et ainsi de suite. Donc, et après, si vous voulez vraiment durer là-dedans, en termes de référencement et autres, c'est toujours mieux d'être sur sa propre plateforme. Il y a plus de liberté. Vous faites un texte comme bon vous semble, vous mettez la photo que vous voulez, vous ajoutez des vidéos. Je pense que c'est un peu plus libre. Vous pouvez organiser des rubriques, dire que ok, si vous cliquez sur telle colonne, c'est le sport ou ce sont les livres que je lis. Si sur telle autre colonne, c'est, je sais pas, des interviews, des podcasts que je fais. Je pense que vous êtes plus libre sur votre propre plateforme. C'est-à-dire que vous allez peut-être sur WordPress ou autre, mais vous achetez un espace, vous achetez un nom de domaine et vous mettez à votre compte. C'est toujours mieux. Après, si vous n'avez pas les moyens, vous avez des plateformes qui vont vous accueillir. Vous avez votre nom de blog.wordpress.com, .blogger.com et plein d'autres plateformes. Mais c'est toujours mieux d'être proprio. Oui. De mon point de vue, la question ne se pose pas. Je dirais que c'est obligatoire. Il faut évoluer avec son temps. Jusqu'à une certaine époque, les réseaux sociaux étaient considérés comme quelque chose de marginal, un effet de mode, mais ce n'est plus le cas. Si vous êtes dans la communication de manière globale, dans la communication institutionnelle de manière spécifique, et que vous ne vous en rendez pas compte, c'est que vous avez un problème. Si où les gens se trouvent, et si vous voulez que vos messages arrivent vers vos cibles, il faut tenir compte des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont plus... Bon, personnellement, je n'appelle plus ça réseaux sociaux. Je fais partie de ceux qui appellent ça les médias sociaux. C'est devenu, à la limite, une espèce de média de masse. On parle d'Internet comme un média de masse. Je fais rapidement une parenthèse que, d'un point de vue académique, ce qu'on a appris très souvent, c'est que vous aviez les médias de masse. La radio, la télévision, la presse écrite, l'affichage, le cinéma. C'est-à-dire que les médias qui permettaient à
de manière presque instantanée de toucher des milliers et des milliers de personnes. À côté de ça, Internet est arrivé avec le web et on se rend compte sur le web qu'il y a une nouvelle couche. Ça, c'est mon analyse personnelle. Il y a une nouvelle couche au-dessus que sont les médias sociaux ici. Ça commence à devenir quelque chose de complètement, je dirais à la limite autonome. À un moment donné, il y a le web d'une part. Ça, c'est ma perception. À un moment donné, vous avez le web d'une part et vous avez les médias sociaux de l'autre côté. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous n'avez plus forcément besoin de passer par un navigateur web. Vous êtes sur des applications et vous passez beaucoup de temps sur les applications TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Et je commence à considérer ça comme étant des médias à part. Et donc, si vous êtes dans la communication institutionnelle, vous devez vous rendre compte, dans la communication de manière globale, vous devez vous rendre compte que des gens y passent beaucoup de temps. S'ils passent beaucoup de temps, ça veut dire que c'est où il faut aller les chercher. Si vous voulez que votre message arrive à votre cible, allez où votre cible se trouve. Ceci dit, ça doit être une partie de la stratégie. Vous ne pouvez pas faire une stratégie qui est uniquement concentrée sur les médias sociaux. Il faut à côté de ça des choses un peu plus, comment on va dire, traditionnelles ou classiques, comme un site web qui vous permet d'avoir un contenu que vous maîtrisez. Et là, on revient peut-être à la question de tout à l'heure sur la mainmise que vous avez sur votre contenu. Je dirais que c'est une photo qui informe, qui permet au lecteur de regarder la photo, de lire au moins le titre, le surtitre, le chapeau et d'avoir une idée, de se faire une idée de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est important. Après, si on sort du journalisme, ça peut être autre chose. Mais c'est ça, une photo qui informe. Après, ça peut engager d'autres débats. Est-ce qu'une photo peut informer? Oui, en général, elle peut être accompagnée d'une légende. Ça permet de ne pas trop aller dans tous les sens. Alors, tout dépend de ce qu'on veut. Personnellement, j'ai une recommandation. Le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez entre les mains. Et ça, je suis personnellement aussi, j'ai un appareil photo, j'ai plusieurs appareils photo, j'ai mon téléphone et je peux dire qu'à 80% du temps, les photos que je prends, c'est avec le téléphone. Et parce que les téléphones sont de plus en plus performants, il ne faut pas perdre ça de vue. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les téléphones produisent un contenu qui est adapté aux espaces où les gens consomment. C'est-à-dire que si vous avez un super grand format, vous prenez les photos de 100 mégapixels avec, je ne sais pas quel type de Nikon, Canon, Leica et autres. Les gens quand quelqu'un est ils sont sur leur téléphone, leur smartphone avec leurs écrans, ils ont des fois beaucoup de mal à faire la différence parce que ces téléphones sont devenus très performants. Donc des fois, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est nécessaire de faire ce type d'investissement? Maintenant, si vous êtes dans la photographie de la mode et autres, que vous allez faire la première de couverture de, je sais pas, de Vogue ou Rolling Stone, bon, là, vous aurez besoin d'un type d'équipement bien précis. Mais vraiment, sentez-vous libre de faire les photos à l'instinct. Si le premier réflexe, c'est de prendre votre téléphone et de faire la photo, faites les photos. Et si vous fouillez des fois en ligne, vous allez vous rendre compte des fois sur les comptes des photographes qu'ils font exprès à un moment de faire en sorte que le public a du mal à distinguer quelle photo a été produite avec quel support. Parce que ce qui est mis en avant ici, peut-être, c'est l'instinct, l'œil du photographe, et l'effet qu'on produit. Et ce type d'effet, souvent avec un peu de chance ou beaucoup de chance ou un peu d'expérience, beaucoup d'expérience, les téléphones savent faire des choses quand même surprenantes. Peut-être dans la photographie, Désiré Danga, qui fait des photos essentiellement dans la partie septentrionale du pays. C'est une zone qui est souvent perçue comme étant un Cameroun un peu à part. C'est toujours perçu, c'est loin. Et c'est un contenu qui fait en sorte qu'on reste en contact. Parce qu'il ne filme pas seulement les lieux, il filme aussi les gens. Donc ça permet de rester en contact, de se faire une idée de ce qui se passe là-bas, de vivre un certain type d'émotion. Je pense qu'on devrait en avoir un peu plus. On devrait avoir peut-être un peu plus de Désiré Danga et un peu plus d'artistes qui
qui essayent, qui osent, qui n'attendent pas d'avoir tout le matériel, tout avant de se lancer. Donc, il y a un peu plus de personnes qui osent, comme en musique et comme dans plein d'autres domaines.